Hassan Chadi, c'est ça, c'est aussi ça ou encore ça. Hassan, c'est un coureur que j'admire depuis que j'ai découvert le monde de la course en 2015. Un des premiers souvenirs que j'ai de lui, c'est sa victoire au championnat de France de cross en 2017. Je me souviens qu'il avait pris les devants dès les premières minutes de course et il avait gagné avec une facilité déconcertante, en plus en solitaire contre certains des meilleurs français, ça m'avait scotché. Ce qui me fascine chez Hassan, c'est sa polyvalence, parce que courir le marathon en 2h08, vous voyez, ça fait bien sur le CV. Mais pourquoi s'arrêter là quand on peut aussi courir 3h48 au 1500, 13h38 au 5000, 28h19 sur 10 km ou alors 1h01 sur semi. Pourquoi s'arrêter au marathon quand on peut remporter des dizaines de titres sur cross, autant au niveau national qu'européen, finir top 8 des championnats du monde sur marathon ou terminer 7ème d'un des majors les plus exigeants du monde, le marathon de Boston à 23 secondes de Kipchoge. Aujourd'hui, je vous propose une analyse un peu spéciale puisque je vais décortiquer l'entraînement d'un des meilleurs marathoniens que la France ait jamais connu. Je vous présente le 7e meilleur performeur de tous les temps au marathon, en France évidemment, monsieur Hassan Chadi. Hassan, c'est le coureur le plus rapide que j'ai pu analyser depuis le début de cette chaîne, parce que oui, des gars capables de tenir 3,02 par kilomètre sur 42 bornes, ça court pas les rues. Dans cette vidéo, je vais analyser la préparation d'Hassan lors du marathon de Boston qui a eu lieu le 17 avril 2023. Mais avant ça, laissez-moi remercier Coros qui m'a offert cette opportunité. En fait, ce sont eux qui m'ont mis en relation avec Hassan, alors un gros merci à Coros France. Avant de plonger dans sa préparation pour Boston, laissez-moi vous présenter un peu le spécimen. Hassan, ça fait partie de ces athlètes français qui courent depuis trop longtemps pour que je vous parle de sa carrière en détail. Dites-vous que le monsieur, il courait déjà 2 minutes 33 au 1000 mètres en 2004, soit environ 15 ans. Je sais pas ce que vous faisiez en 2004, mais moi, j'étais pas du tout dans ce sport et je savais même pas que c'était possible de courir aussi vite. Alors, la course, Hassan, il l'a découverte dès minime. La course, j'ai découvert dans les catégories minimes. Avant ça, je faisais du foot et du coup, sur le terrain de foot, je courais déjà pas trop mal. Du coup, à travers les courses chez NSS, j'ai été repéré avec les courses scolaires. Un copain m'a dit aussi de venir essayer au club une séance et donc j'ai tout de suite accroché, j'avais le goût à l'effort et ça m'a tout de suite plu. Et au final à l'époque, son entraînement il était déjà solide. En minime je faisais déjà 5 entraînements par semaine, enfin 2 entraînements de piste et après le reste c'était 3 footings assez libres. J'étais un peu un compétiteur parce que sur les footings j'avais mon petit circuit, voilà, je faisais à fond en fait, j'essayais de battre mon record sur les footings et alors que franchement faut pas. Sinon Hassan il a eu le parcours français classique du lancer de javelot, du saut en longueur, du sprint, bref tout ce que vous pouvez faire quand vous êtes un petit gars en club d'athlètes. Au niveau de son volume, c'est dommage parce qu'il n'y avait pas encore toutes les applis qu'on a aujourd'hui, mais d'après ses souvenirs, ça donnait ça. D'après mes souvenirs, c'est en minime, ça tournait autour de 50 km. Après cadet, 70. Et junior, on était sur 80 km par semaine. Donc voilà, Hassan, il s'entraîne bien, il progresse, mais il n'y a pas encore eu cet événement qui va lui prouver qu'il pourrait devenir quelqu'un d'important dans ce sport. Mais en 2005, son talent va enfin commencer à s'exprimer. Et vraiment, le déclic, c'est quand j'ai eu mes qualifications au championnat de France UNSS. Et là, là, on se dit, je vais au championnat de France. J'ai dit à ma famille, à mes frères et sœurs. Au début, ils me croyaient pas. Après, ils ont fait le déplacement. Mes parents ont fait le déplacement avec moi et je pensais pas être performant et au final, je fais 2e. Dès lors, Hassan va enchaîner les titres, autant sur cross que sur piste, que sur route. On parle de dizaines de podiums sur des distances variées. Au niveau des chronos, dites-vous qu'en 2008, Hassan, il court déjà 13,51 aux 5000 mètres. C'est monstrueux. Puis arrive son premier marathon en 2016. C'était facile jusqu'au 30e kilomètre, même jusqu'au 25e. Et après, j'ai souffert. J'ai eu le mur, plus rien dans les jambes, avec aussi des ampoules. Et voilà, j'ai vécu une fin de course très difficile. J'étais à l'arrêt, quoi. J'ai fini comme j'ai pu. J'avais fait 2h15-59 et j'ai couru sur les bases de 2h11 jusqu'au 30e. C'est fou de se dire que certains vont commencer avec un tel chrono et le pire là-dedans, c'est que il était zéro optimisé. Le premier marathon, je me suis dit je l'ai pris un peu à la légère. Du coup, j'ai chopé tout ce qu'il faut pas faire. J'avais pas mis de chaussettes aussi dans mes chaussures. J'ai fait comme si c'était un 10 km, quoi. Du coup, les ampoules. Et c'est vrai qu'avant, dès que je mettais mes chaussettes, j'avais pas de sensation. J'aimais bien courir pieds nus dans les chaussures. À l'époque, Hassan est entraîné par Jean-Claude Volmer et ça va provoquer quelques changements dans son entraînement. Le fartlek, j'en faisais pas. Je faisais que des séances sur piste. Et c'est vrai, après, avec des autres coachs, j'ai fait un peu plus de travail en nature. J'ai dû mettre du temps à appréhender ce type d'effort parce qu'il n'y a pas de repères. Et moi, j'avais l'habitude des séances de piste où j'étais à la demi-seconde près, au 10e près. Et dès que je sortais un peu du cadre, j'étais un peu déstabilisé. Si vous connaissez pas Jean-Claude, dites-vous que c'est un coach d'expérience. Il y a un super reportage sur lui sur la chaîne YouTube de l'INSEP. Je vous le recommande vivement. Mais pour arriver à un certain niveau,
Il faut une foulée ample, il faut des caractéristiques physiques qu'il faut aussi développer. Hein. Beaucoup de gens qui courent, ils n'ont pas d'abdos, ils ne sont pas gainés, ils n'ont pas les ressources physiques, musculaires nécessaires pour être efficaces, alors qu'ils peuvent avoir un gros moteur, mais ils n'ont pas les moyens d'exploiter leur gros moteur. Donc il faut travailler à la fois le moteur, mais aussi le rendement mécanique. Donc ça, c'est intéressant. Et il a raison, Jean-Claude, et on va y revenir plus tard, mais l'idée, c'est que tu peux avoir un très gros moteur, mais si ton moteur, il consomme trop, tu courras jamais aussi vite que tu pourrais. Mais niveau économie de course, rassurez-vous, Hassan, il semble avoir un talent naturel depuis ses débuts. Mon premier coach m'avait dit, tu finiras sur marathon, et l'idée, c'était de faire de la vitesse, et il savait que il avait détecté le type de foulée que j'avais, qui était une foulée économique. Donc, des minimes, il m'avait dit, tu vas finir tu seras un très bon marathonien. Donc là, Hassan, il s'entraîne à Paris, souvent à l'INSEP, mais ça lui convient pas trop, et même si l'INSEP, il lui offre de sacrées ressources pour performer, il préfère quand même retourner dans sa région natale et s'installer à Montélimar avec sa famille. Mais cette transition, elle se fait pas sans conséquences. Comme Hassan, il quitte l'INSEP, il quitte aussi son coach, Jean-Claude Volmer, et il a plus personne qui l'entraîne, donc il devient pour la première fois de sa carrière son propre coach. Le problème, c'est qu'en 2021, il y a les Jeux de Tokyo à préparer, Hassan, il a pas vraiment le droit à l'erreur, et pourtant, ça se passe pas comme prévu. Oui, c'est vrai que je me suis coaché tout seul pendant un peu plus d'1 an. Alors là, j'ai notamment préparé les Jeux de Tokyo tout seul, et puis jusqu'au marathon de Séville où j'ai battu mon record. Et à Tokyo, j'avais fait mon plan et ça s'est très mal passé. Je manquais de recul sur mon entraînement, je n'avais trop fait. Et après, j'ai essayé de rectifier le tir sur ma préparation sur le marathon de Séville, et là, ça avait plutôt bien marché. J'ai réussi à battre mon record, donc c'était une grosse satisfaction de m'entraîner seul et d'avoir réussi à battre mon record personnel. Je préférais quand même être accompagné parce que c'est vrai que je trouvais que je manquais un peu de recul, et des fois sur Séville c'était bien passé, mais je pense que par moment l'erreur que je faisais c'était je m'en mettais un peu trop, parce que forcément on a des objectifs ambitieux, et du coup on veut donner tous les moyens pour y arriver, et souvent on s'enferme dans ce schéma-là, et puis on se dit si je veux y arriver, il faut que je fasse le plus possible. Donc des fois c'est trop. Du coup, je voulais pas refaire ce genre d'erreur, et j'ai préféré m'accompagner d'un coach, et du coup c'est Alain Calambro qui me suit en ce moment. Donc voilà, Hassan finit 44e du marathon olympique en 2h18, c'est une grosse déception pour lui, mais il prend les mesures nécessaires et va donc tout simplement réintégrer un coach dans son entraînement. En février 2021, j'ai choisi de m'entraîner avec Alain Calambro, que je connaissais depuis longtemps, parce que je courais aussi avec son fils, on est de la même génération, et on était concurrents, donc on se connaissait bien, mais on était amis aussi. Et en vrai, ça semble payer, puisque dès 2022, il y a une pluie de RP qui s'abat sur Hassan, RP sur semi en 1:21 dans la ville allemande au doux nom de, je ne prononcerai pas. Herzogenaurach. Un mois plus tard, Hassan court 28:19 au 10 km Adidas à Paris, un autre RP et première place. On sent qu'Hassan, il avait vraiment faim en 2022 et un petit esprit revanchard à mon avis. On pourrait croire qu'en 2023, Hassan, il va peiner à faire mieux, mais détrompez-vous. En mars, il claque sa deuxième meilleure performance au semi de Paris en 61:29, 4e position. Avril, 8e au marathon de Boston. Août, 7e aux mondiaux de marathon dans des conditions difficiles, il faisait très chaud. Et octobre, tout récemment, il y a quelques mois, 2e place en 57:36 aux 20 km de Paris, à seulement 5 secondes du Kenyan Elvis Chebor. Mais pour moi, sa course la plus impressionnante, ça reste Boston. C'est là où vont certains des meilleurs marathoniens, donc Kipchoge cette année, et c'est un parcours redoutable. Et ça tombe bien, car c'est sa préparation de Boston que j'ai choisi d'analyser. Mais je me suis quand même posé la question, pourquoi Hassan a choisi Boston? Il me semble que c'est pas la meilleure course pour faire un gros chrono. Ce qui me motivait le plus, c'était le classement. En fait, dans les modalités de sélection, du coup, si tu faisais dans le top 5, je crois, d'un major, t'es automatiquement qualifié. Donc l'idée, c'était de choisir cette entrée-là. Et c'est pas passé long. Maintenant, je vous propose de plonger dans la préparation d'Hassan. J'en profite d'ailleurs pour le remercier de m'avoir donné accès à l'intégralité de son chorus. J'ai vraiment pu tout regarder sans aucune limite. J'ai pu me faire plaisir et analyser son entraînement de A à Z. J'ai appris plein de choses et je vais essayer de vous partager ça au mieux. Je vous le disais en début de vidéo, Hassan avait choisi le marathon de Boston, ce qui est assez rare pour les coureurs élites français. Parce que c'est un marathon que j'ai toujours rêvé de faire. Je trouvais que c'était l'opportunité de le faire, parce qu'après, là, c'est la course au minima pour les Jeux. Donc là, j'avais ce petit temps-là. En plus, j'en avais un peu marre des courses toutes plates et tout ça, où il y a que le chrono. Je voulais me faire plaisir, et
Voilà, je sais que le marathon de Boston, on avait dit que du bien, qu'il y a une bonne ambiance et ça s'est confirmé quand je suis allé sur place. C'était magnifique, l'ambiance, l'organisation, tout est au top quand on voit que c'est un marathon. Il y a un certain cachet, une expérience, on sent toute une histoire derrière. Comme j'habite au Canada, j'ai pu entraîner plusieurs fois des coureurs pour Boston et même si j'ai jamais couru ce parcours, je sais à quel point il est exigeant. Il y a beaucoup de changements de dénivelé, il y a un premier 5 km très rapide mais avec de nombreuses relances en côte très casse-pattes. Donc voilà, vraiment la meilleure façon de se flinguer musculairement. Bref, c'est un parcours très difficile, comme le montre le chrono du gagnant en 2h05.54, alors que ce mec avait déjà couru 2h03 quelques années auparavant. Donc forcément, quand on prépare une course avec autant de changements de dénivelé et de rythme, il faut adapter le plan en conséquence. Et je vais vous expliquer plus tard comment Hassan et son coach se sont adaptés. Avant de vous parler des séances d'Hassan, je vous montre son profil Vidote pour que vous ayez une idée de ses allures. Alors c'est basé sur son record personnel en 2h08 au marathon et accrochez-vous parce que ça secoue. On voit direct qu'Hassan, il a un profil endurant, logique, c'est un spécialiste du marathon. La prédiction du 10 km en 27,48, c'est pas si loin de son record en 28,19, mais dès qu'on descend sur le 5 km, le 3000 ou le 1500, c'est vrai que la différence s'accroît et les chronos deviennent moins réalistes. C'est logique puisque la VO2 max devient un déterminant plus important sur ces distances de 1500 mètres aux 5000 mètres. Or Hassan, vous allez le voir, il fait pas tant de VMA pur et il a aussi probablement un talent naturel plus orienté longue distance, comme le disait son premier coach. Ensuite, pour le fun, j'ai essayé d'estimer la VMA d'Hassan profilée sur son 2h08. J'obtiens un impressionnant, accrochez-vous, 24 km/h. Toutefois, pour ce type d'athlète très spécialisé longue distance, on peut appliquer une pénalité de 0,5 km/h environ et donc ça donne plus une VMA de 23,5, ce qui est plus réaliste par rapport à son niveau. Voilà, c'était pour le fun parce qu'en vrai sa VMA elle a pas tant d'importance puisqu'il n'en fait pas vraiment et ça va peut-être vous surprendre mais selon moi la VO2 max d'Hassan n'a pas dû significativement changer depuis longtemps. Elle a même pu diminuer un peu avec sa spécialisation marathon. Et du coup vous vous demandez peut-être comment il aurait pu retrancher près de 8 minutes à son marathon en 7 ans avec la même VMA ou VO2 max. Eh bien probablement pour les mêmes raisons qui ont fait que Paula Radcliffe, l'ancienne détentrice du record du monde sur marathon, elle avait fait 2h15, elle avait nettement progressé sur toutes les distances alors que sa VO2 max était restée à peu près la même entre 1992 et 2003. Vous voulez savoir le secret? Eh bien il se trouve du côté de l'économie de course qui s'est grandement améliorée au fil des années. Regardez bien ce graphique, c'est fascinant. De 1992 à 2003, Paula Radcliffe, elle a été testée en laboratoire chaque année. Elle devait effectuer un test sur tapis à 16 km/h, toujours à cette même vitesse pour pouvoir comparer les résultats d'une année sur l'autre. Sa consommation d'oxygène était mesurée pour calculer son économie de course. On veut que cette valeur soit la plus basse possible. En 1992, ça lui prenait plus de 205 ml d'oxygène par kilogramme pour faire 1 km, alors qu'en 2003, ça lui en prenait seulement 175. En d'autres mots, elle est devenue 17% plus efficace. C'est donc une amélioration spectaculaire. Rappelez-vous que les Vaporfly, c'était seulement 4% d'amélioration de l'économie de course. Donc, un moyen de courir plus vite, c'est pas nécessairement d'augmenter la taille du moteur, mais plutôt d'en diminuer la consommation. Et c'est encore plus vrai sur les longues distances, 10 km, semi, marathon, etc. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le volume, ça paye. C'est aussi pour ça que la musculation améliore les performances ou que les chaussures carbone font gagner de précieuses secondes par kilomètre. Tout ça joue sur le même principe, l'économie de course. D'ailleurs, dernière parenthèse et après promis, on retourne à l'entraînement d'Hassan, mais l'économie de course, elle peut varier jusqu'à 30% entre des coureurs qui ont la même VO2 max. Ça veut dire que vous pouvez mieux performer que quelqu'un qui a une bien meilleure VMA que vous parce que votre biomécanique est plus économe. Et à la différence de la VO2 max qui est difficilement entraînable, surtout chez les coureurs expérimentés, j'aurais tendance à dire que l'économie de course peut s'améliorer presque à l'infini. C'est pour ça que certains coureurs, utilisant une approche plutôt bas volume avec beaucoup de VMA, parfois ils vont connaître de très grosses performances, de très grosses progressions, puis il va y avoir un plateau qui peut durer assez longtemps. Pourquoi? Parce qu'ils se concentrent sur un déterminant de la performance qui plafonne assez vite, c'est-à-dire la VO2 max. Bref, voilà, désolé pour la longue parenthèse, mais je trouvais ça intéressant. Au niveau de la planification d'Hassan, comme on s'en doutait, il court tous les jours et double en moyenne 1 à 2 fois par semaine, ce qui n'est pas tant que ça pour un coureur de son calibre. Une semaine type d'Hassan en préparation de Boston, ça va ressembler à ça. Lundi, jog facile, mardi, des intervalles allure 5K, 10K ou semi-marathon, mercredi, jog facile, jeudi, une séance à SV1 sous forme de très longs intervalles, genre plus de 20 minutes, des fois il cumule 50 minutes ou même 60 minutes. Le vendredi, on a des côtes assez courtes, le samedi, on a un jog facile ou du pace semi-marathon et le dimanche, on a une longue sortie active mais progressive. Voilà, ça c'est pour vous donner une idée de semaine, mais évidemment ça va changer à mesure que l'on se rapproche de son objectif A et il va y avoir aussi 2 séances de musculation. Maintenant, rentrons en détail dans les types de séances parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes que j'avais jamais vues dans des analyses précédentes en fait. D'ailleurs, petite parenthèse encore, mais pour cette vidéo, j'ai utilisé le Coros Training Hub et j'ai été agréablement surpris, notamment par une petite
petite fonction qui paraît pas comme ça, mais qui n'existe pas sur Strava. J'ai pu sélectionner chaque lap sur les séances d'intervalle d'Hassan, et du coup ça me donnait des statistiques comme son allure moyenne ou la distance totale, mais seulement sur le volume que j'avais sélectionné, donc sur le volume de qualité, puisque c'est ça qui m'intéressait. Et c'est cette fonction qui m'a permis de savoir précisément comment étaient réparties les différentes zones de travail dans son entraînement. Je vais souvent vous montrer ce graphique pour comprendre les enchaînements de séances. Ça correspond à l'ensemble de sa planification. C'est moi qui ai créé les catégories, donc forcément il y a un parti pris. Et j'ai aussi choisi de ne pas afficher les deuxièmes jogs faciles de la journée quand il y en avait pour une meilleure lisibilité, mais sachez que parfois il y en a. Le premier type d'entraînement, ce sont les jogs faciles, l'endurance fondamentale, l'EF. Alors c'est sorti à basse intensité, elle représente le plus gros de son volume et c'est une bonne chose. La plupart du temps, Hassan, il court ses jogs faciles entre 4 et 4,30 par kilomètre, ce qui fait du sens pour son niveau. Et j'ai remarqué qu'il est très bon pour commencer lentement et accélérer progressivement. Et si vous voulez vous aussi y arriver, parce que je pense que c'est une très bonne façon de courir ces jogs, faites-vous confiance et laissez votre corps dicter l'allure plutôt que d'être trop fixé sur la montre. Perso, je trouve que ce sont mes meilleurs jogs. Mes footings, ils sont à allure, je trouve, 11 km/h, on va dire. Tant que le corps s'échauffe un peu, je monte un peu l'allure. Et après, ça peut aller je monte à 15 km/h, mais en moyenne, du coup, je suis à 13, quoi. Je force pas les choses. Si je suis fatigué, du coup, ça reste un peu lent. Ensuite, tous les dimanches, Hassan, il va faire une sortie longue, active, mais progressive. Ça veut dire qu'il va commencer, par exemple, vers 5 du kilo. Donc, pour lui, c'est très, très facile. Puis, il va vite se retrouver autour des 4 par kilomètre. Et là, par exemple, sur cette sortie, son meilleur kilomètre, qui est aussi le dernier, il va être couru quand même en 3,12. Donc, on n'est pas sur des sorties très longues, mais il y a du rythme. C'est des sorties longues qui sont pas longues, mais qui sont dures. Et puis, souvent, je les fais progressivement. Je commence pas non plus, parce qu'il y en a qui fait une sortie, ils commencent la sortie longue, ils sont tout de suite en 3,20, 3,30, ils sont réguliers sur la sortie. Moi, c'est plus des sorties à allure progressive. Et pour rebondir sur ce que dit Hassan, la veille de la sortie longue, il aura souvent fait une grosse séance de seuil à SV2, donc proche de son allure semi-marathon. Donc, ces sorties longues, elles sont réalisées avec un bon niveau de fatigue, et ça, c'est très intéressant. Parce que, au marathon, le facteur limitant, c'est davantage l'extension d'endurance, c'est-à-dire l'extension musculaire, que la capacité aérobie pure. C'est vraiment une épreuve de résistance musculaire, parce que le pace marathon, c'est facile, mais ce qui est dur, c'est de le tenir 42 km, et d'ailleurs, surtout sur les 10 derniers. D'ailleurs, ceux qui me suivent depuis longtemps vont peut-être faire le parallèle avec l'entraînement de Mohamed El Yamani que j'avais analysé dans cette vidéo. C'était vers 8 minutes 50 pour les curieux, et lui aussi avait l'habitude d'enchaîner une séance de seuil le samedi, puis une longue sortie le dimanche. Au final, durant ces 12 semaines de prépa, Hassan, il va cumuler 5 à 6 sorties longues actives, mais pas plus longues que 33 km. Si on prend cette sortie longue de 33 km comme exemple, son allure moyenne c'est 3,43, mais son dernier kilo, il est couru en 34,26, donc on est quand même sur un beau rythme, mais rappelons que ce monsieur, il court quand même le 10 km à 21,2 km/h. Ensuite, on a de nombreuses séances courues à SV1. Alors petit rappel, le SV1, c'est le premier point d'inflexion du lactate. En gros, c'est la première zone qui commence à être un peu plus difficile. C'est ce que je considère personnellement comme de la qualité. Ça se situe à des allures un peu plus lentes que le pace marathon. Donc pour Hassan, on va dire entre 3,10 et 3,20. Donc même si ça peut vous paraître rapide, dites-vous que Hassan, il court son marathon proche de 3 du kilo. Donc c'est plutôt facile pour lui et ça lui permet de cumuler beaucoup de longues répétitions sans se cramer. Exemple, à sa deuxième semaine de prépa, Hassan, il fait 30 minutes à 3,23, 5 minutes de jog, puis 20 minutes à 3,14. Ça fait un beau 50 minutes de travail à 3,19 de moyenne. Ces séances, elles vont être très bénéfiques pour développer votre endurance, mais aussi pour supporter en fait les séances d'endurance plus rapides qui vont être autour du pace semi, voire un peu plus vite. On est un peu sur ce que j'appelle du demi-spécifique, du support de spécifique. C'est une zone qui est souvent considérée comme inutile ou une zone grise, et pourtant ça a l'air de bien marcher pour Hassan. Toutefois, précision importante, je pense que ça marche particulièrement bien chez les athlètes élites parce qu'ils sont très optimisés et donc leur pace marathon, il correspond déjà à un pourcentage élevé de leur VMA, c'est-à-dire proche de 83-84%. Ces séances, elles sont affichées en jaune et elles sont souvent placées la veille d'une séance de côte ou même parfois le lendemain d'une séance de piste à allure 5K, 10K. L'erreur la plus fréquente que je vois chez les coureurs qui font ce type de séance, c'est comme d'habitude d'aller trop vite et de finir à une allure moyenne souvent proche de semi-marathon, voire plus vite. Mais attention, parce que courir au SV1 ou au SV2, c'est complètement différent et en termes de fatigue, ça change tout. Donc voilà, forcez-vous à rester 15-20 secondes plus long que votre meilleure allure marathon et ça prend beaucoup de retenue. Et vous pouvez accélérer un peu à la fin de la séance si ça va bien pour peut-être finir allure marathon, voire un poil plus vite. Maintenant, je vais vous parler d'un type de séance que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Pourquoi j'ai dit ça? C'était même pas dans le script. Maintenant, je vais vous parler d'un type de séance que personnellement, j'ai pas vraiment l'habitude de faire, mais qui me paraît quand même très utile dans le cadre de cette préparation. Je parle des séances de côte. Je vous le disais en début de vidéo, Boston, c'est un parcours exigeant. Il y a beaucoup de changements de dénivelé, etc. Donc, pour préparer le corps à cette particularité, le programme d'Hassan inclut une séance de côte par semaine. Exemple de séance de côte, 12 fois 400 mètres en côte à 3 minutes 27 par kilomètre de moyenne. C'est environ 1 minute 16 d'effort. Et si vous regardez l'allure d'effort, qui prend en compte le dénivelé, vous voyez qu'il est plutôt autour de 2,50 par kilomètre, c'est-à-dire sur du pace 10K. Puis 2 minutes de jog pour revenir en bas de la côte et on recommence ça 12 fois. Quand je faisais la montée par exemple en fractionné et puis la descente elle était souvent allure rapide, enfin plus ou moins rapide, et puis après je retrouvais même un peu de plat où j'essayais de maintenir l'allure sur du plat, parce que c'est ça qui est dur en fait, c'est de passer pendant la descente tout va bien, mais c'est après quand tu te retrouves sur du plat ou sur une légère montée, là ça fait mal aux jambes, donc il faut s'habituer à ces changements de dénivelé. Pour les curieux, il y a un article scientifique intéressant sur le sujet qui a mesuré l'effet des côtes sur la performance, l'économie de course, etc. En plus, les chercheurs, ils ont testé 5 types de côtes avec des durées différentes allant de 15 secondes à plus de 10 minutes, mais il n'y a qu'une seule étude sur le sujet et c'était mis en lien avec la performance aux 5 km, donc pas très spécifique pour nous. Mon avis sur les séances de côte, c'est que c'est probablement intéressant si votre course elle comporte des changements de dénivelé ou si vous êtes un spécialiste du 1500 au 5000 mètres, voire même du cross aussi, qui sont des épreuves qui requièrent plus de puissance. Et si vous faites du 10 km au marathon sur des parcours plats, les côtes sont probablement secondaires et peuvent être inclus plutôt en prépa générale. Toutefois, j'en parlais avec un ami coureur récemment, je crois qu'avoir une certaine partie de ces kilomètres faciles, voire ces longues sorties actives sur des parcours vallonnés, c'est vraiment bon pour augmenter sa forme, sa tonicité et même son mental. Si on prend comme exemple mon entraînement, j'arrive quand même à terminer mes semaines à plus de 1000 mètres de dénivelé, même en habitant dans une ville relativement plate, donc n'évitez pas les montées, ça va vous rendre plus fort. Maintenant, on arrive dans les séances rapides. Il y a quelque chose dans l'entraînement d'Hassan qui a attiré mon attention. Il fait très peu de pace marathon. En fait, il fait toujours un poil plus vite, genre quelques secondes, pas beaucoup. C'est pas non plus du pace semi-marathon, quoique parfois ça peut arriver, mais on est dans quelque chose qui ressemble à de l'allure 30 km, donc vraiment entre les deux. Exemple à la semaine 8, 3 fois 5 km à 2,59 de moyenne, presque 27 km de séance au total, 2,59 c'est quelques secondes plus vite que son pace marathon, mais c'est plus lent que son meilleur semi à 2,55 de moyenne. Perso, j'aime ça, c'est aussi ce qu'on fait avec mon coach, bien que sur le papier mon pace marathon c'est 3,15, ça m'arrive souvent d'être entre 3,10 et 3,13 lors des intervalles longs, voire très longs spécifiques. Finalement, on a les séances de seuil, le fameux SV2, des séances difficiles mais tellement payantes, et quand je dis difficile, c'est au niveau de l'effort mais aussi au niveau de l'exécution. Faut être très précis sur les allures, et pour un gars comme Hassan, ça va être proche de son allure semi-marathon. Le but de ces séances, c'est d'améliorer son seuil anaérobie et de pouvoir utiliser une plus grande fraction de vos capacités maximales. Exemple de séance, 10 fois 1200 mètres sur piste à 2,57 de moyenne, récup 2 minutes. Le SV2, il peut se travailler sur des distances très différentes, mais en général, on est autour de 5 à 6 minutes. Mais il y a une autre façon de travailler son deuxième seuil en faisant des allures plus rapides, et j'appelle ça des ultrasets, et Hassan, il en a fait. Exemple d'ultraset que Hassan a fait, 30 fois 400 mètres, de 68 secondes à 63 secondes. Alors c'est pas assez rapide pour être de la VMA pure, et je pense que physiologiquement parlant, Hassan sera à peu près dans des valeurs de lactate proches de son seuil 2. Donc le travail au seuil, il n'est pas déterminé directement par la vitesse, mais plutôt par la qualité physiologique utilisée lors de l'effort. On peut très bien faire des 400 mètres au SV2 en modérant un peu l'allure, car la répétition est courte et du coup le lactate, il n'a pas vraiment le temps de s'accumuler. Mais si vous les faites à l'allure 3000 mètres, vous allez probablement vite dépasser cette zone de seuil et ne pas pouvoir accumuler beaucoup de répétitions, ou alors il y aura juste trop de fatigue. Donc tout dépend de l'objectif de la séance en fait. Et c'est pas parce que vous faites des 2000 mètres non plus que vous êtes forcément au seuil, parce que si vous les faites à allure 5 ou 10, vous serez rapidement au-delà de votre SV2. Donc c'est pas mal en soi, c'est juste comprendre l'effet de l'entraînement sur votre corps et ce que vous voulez travailler surtout. Ces séances d'ultraset, je les ai beaucoup découvertes avec Nicolas Navarro, j'en ai également fait au Kenya, je pense notamment à mon 30 x 400 mètres à allure 10 km. L'idée c'est la suivante, comme le marathon c'est une épreuve d'extension et de résistance musculaire, faire 10 x 400 à allure 3000 mètres, ça n'a pas vraiment d'intérêt, il manque la composante volume. Mais comme on veut quand même travailler des allures plus rapides que l'allure marathon pour avoir un peu plus d'aisance à ces allures, on mélange vitesse et volume, donc on veut faire beaucoup plus de répétitions mais moins vite. Car si tu fais 25 ou 30 x 400, tu peux pas les faire à VMA, c'est juste pas possible. Donc tu les fais plutôt autour du pace 10 km et tu peux même finir pace 5K si ça va bien sur les dernières répétitions. Et là tu as l'entraînement parfait pour le marathon qui mélange endurance spécifique et vitesse. Après on a des séances d'intervalle plus courtes, souvent courues autour de l'allure 5K 10K, mais j'ai pas trouvé de VMA pure dans le plan d'Hassan comme des 400 mètres courus proches du pace 3000 mètres voire plus vite. D'ailleurs voici ce qu'Hassan pense de la VMA en prépa marathon. Non, ça passe plus en second plan.
plan. Je dirais que ça n'a pas beaucoup, pour un marathonien, moi ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Exemple de séance, accrochez-vous, faut avoir une bonne mémoire. 4 fois 800-400, 400, 5 fois 800-400, plus 2 fois 800. Donc voilà, ça c'est une séance qui est réalisée sur piste. On a presque 13 km de qualité cumulée à une allure moyenne de 2,48 par kilomètre. Donc c'est proche de son allure 10 km. Les 300, les 400, je les garde, mais c'est pour travailler la VMA, normalement c'est 12 fois 400, 15 fois 400. Et là c'est plus un travail de rythme qui est un peu plus vite que l'allure semi-marathon, quoi. C'est quand je fais des 400, je suis en une 5. Alors si je voudrais travailler ma VMA, je serais plus sur une 3, une 2, comme ça. Donc c'est pas si dur que ça pour lui, c'est juste assez long. Ce sont des séances intéressantes qu'il faut placer de temps en temps, surtout pour des athlètes de haut niveau qui courent leur marathon beaucoup plus proche de leur max que les coureurs amateurs, on en parlait tout à l'heure. Chez les athlètes amateurs, je pense que ce genre de séance doit être inclus avec modération. Peut-être une tous les 14 jours et toujours à un bon volume total pour être spécifique marathon. Et finalement, il y a aussi des jours de repos, et oui, ça arrive qu'Hassan ne court pas. Après, c'est possible qu'il fasse un peu de vélo sur ces journées-là, mais il n'y a pas de repos systématique chaque semaine, juste quand il y a de la fatigue ou une tension qui apparaît. Je voulais aussi attirer votre attention sur l'enchaînement des séances. On n'est pas sur une planif standard avec mardi intervalle, jeudi intervalle, dimanche sortie longue, etc. C'est un peu plus garni, c'est plus subtil, il y a de la variété. En vrai, j'aime beaucoup son plan, je le trouve bien dosé, varié, spécifique, intelligent. Et ce concept de travailler sur de la fatigue en prépa marathon, c'est-à-dire avec l'enchaînement de grosses séances de seuil le samedi et une longue le dimanche, ou parfois il y a du SV1 puis des côtes le lendemain, je trouve ça super pertinent et ça me donne des idées pour mes athlètes. Et ça me fait aussi penser à certaines conversations que j'ai eues avec mes marathoniens. Parfois, certains s'inquiètent d'avoir les jambes lourdes durant la prépa, mais sachez que c'est normal. Si vous voulez créer des adaptations d'endurance musculaire, ça prend de courir sur des jambes fatiguées souvent. Mais il faut bien faire quand même la différence entre courir sur des jambes fatiguées, des jambes lourdes, et courir avec des lésions musculaires plus avancées, où là, pour le coup, faut faire attention. Comme d'habitude, faites pause maintenant pour voir toutes les séances en détail. Au niveau du volume, Hassan, il enchaîne bien les kilomètres avec par exemple une belle semaine à 190, mais c'est loin d'être démesuré pour un coureur de son niveau. Après, il faut préciser qu'à la suite du Semi de Paris, où il a couru 1h1:29 à la semaine 6, il a eu quelques problèmes de genoux qui l'empêchaient de donner son 100% à l'entraînement. C'est d'ailleurs pour ça que je suis pas un grand fan des semi-marathons courus à fond en prépa marathon, parce que parfois, ça peut amener ce genre de problème, mais parfois ça passe très bien. C'est un petit peu un coup de poker. Mais c'est aussi peut-être dû à une saison qui a trop duré. Ouais, j'étais content de ma préparation. Je trouve qu'elle a été un peu trop longue. J'ai eu un souci au genou après le Semi de Paris. C'était un peu long pour moi. Du coup, les 2 dernières semaines étaient un peu compliquées. Et sinon, voilà l'importance du volume pour Hassan. L'importance du volume, c'est de durer dans le temps, dans sa saison, quoi, d'être endurant physiquement, de pas de faire une grosse séance de qualité et puis après retomber derrière en faisant rien. Ça fait partie aussi des bases, mais il faut trouver le bon équilibre. Et je suis vraiment d'accord sur le fait que le volume, en plus de faire progresser un coureur sur de nombreux aspects physiologiques, ça va aussi lui permettre de mieux enchaîner les saisons et aussi de faire plus de qualité en valeur absolue. Tu digères mieux les séances car ton corps est plus fort et finalement tu dilues la qualité dans un kilométrage d'endurance fondamental plus important. Mais paradoxalement, le kilométrage hebdomadaire, c'est pas non plus la métrique qui va obséder Hassan, loin de là. Même le volume par semaine, moi je le regarde, mais c'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément ce qui est le plus parlant pour moi, c'est plus vraiment le contenu précis. Et là aussi je suis d'accord, car c'est vrai que je suis perçu comme un peu le grand défenseur du kilométrage, du volume et tout, et à raison d'ailleurs, j'y crois beaucoup, mais je pense qu'on peut en faire trop et qu'on peut mettre trop d'attention sur cette variable, alors que l'important en course à pied, c'est de rentrer toutes les pièces du puzzle. Et la qualité, c'est une pièce importante qui ne devrait pas être négligée au détriment du volume. Je me souviens qu'au Kenya, certains coureurs montaient à presque 200 km par semaine, alors qu'ils étaient très loin d'être des coureurs élites, et honnêtement, ils avaient l'air épuisés et n'avaient pas de jus pour faire les séances de qualité, donc soyez prudents avec ça. Au niveau du type d'approche, on est sur du HVLIT, High Volume Low Intensity, c'est-à-dire beaucoup d'endurance fondamentale, le vert, ensuite pas mal de zone 2 entre SV1 et SV2, en bleu, et finalement assez peu de zone 3, c'est-à-dire les allures plus rapides que Pace Semi, c'est en rouge. C'est un modèle qui a fait ses preuves sur toutes les distances, du 1500 mètres au marathon, forcément très efficace sur le plus long, mais aussi sur le demi-fond, puisque les Norvégiens, ils ont de bons résultats avec ce modèle. Sinon, il y a un autre élément d'intérêt, c'est le pourcentage de volume de qualité qu'il y a dans l'entraînement d'Hassan. On va être sur une moyenne de presque
25%, c'est beaucoup. Ça veut dire que 25% de son volume, c'est de la qualité, c'est-à-dire au-dessus du SV1, un peu plus lent que son allure marathon. Et s'il parvient à cumuler autant de qualité, c'est en grande partie grâce à ses séances du SV1 qui cumulent beaucoup de kilomètres sans générer une fatigue excessive. C'est peut-être ça le gros avantage de ces séances. Vous pouvez voir sur ce graphique en vert, c'est le volume hebdomadaire et en bleu le pourcentage de qualité relative. C'est super intéressant de voir que ça ne fait qu'augmenter au fil de la saison. Si on le compare au volume de qualité absolu, ça ressemble beaucoup, sauf pour la semaine 11 où, comme Hassan il fait que 98 km, eh bien son volume de qualité relative il va monter en flèche. Tout ça, c'est pour bien insister sur l'importance du volume facile qui vient diluer la qualité et la rend plus facilement absorbable par le corps et diminue aussi le risque de blessures, de surentraînement, etc. Maintenant, parlons un peu de sa course. Hassan, il est parti assez vite, faut dire que les premiers kilomètres sont descendants. Il a bouclé le premier 5 km en 14 minutes 26, c'est vraiment impressionnant. En fait, son premier kilomètre, c'est aussi le plus rapide, 2 minutes 47. Voilà. Si on analyse sa course par section de 5 km, on voit globalement que Hassan il ralentit puis se maintient. On pourrait croire qu'il casse, mais si on regarde plutôt l'allure d'effort, qui est une donnée propre à Coros, qui prend en compte le dénivelé, et bien là, ça raconte une toute autre histoire. Hassan, il semble vraiment constant durant sa course. En résumé, bien qu'Hassan ait passé une grande partie de sa course à une allure inférieure à sa vitesse moyenne, c'est les points en bleu, sachant que les rouges représentent les kilomètres courus au-dessus de sa vitesse moyenne, eh bien il a bien su tirer avantage du terrain en gagnant certes du temps dans la première partie, mais a priori il n'a pas subi trop de casse musculaire. Au final, Hassan il arrivera 8ème en 2h09.46 à seulement 23 secondes de Kipchoge, et même si c'est vrai que Eliud il était pas dans sa meilleure forme ce jour-là, ça reste une sacrée perf pour notre français. Pour moi, ce chrono de 2h09.46 à Boston, ça vaut peut-être un sub de 0,8 sur un parcours plat rapide. Que dire de tout ça? J'ai trouvé l'entraînement d'Hassan super intéressant. J'ai retenu plein de concepts comme les séances de côte, notamment si vous préparez une course avec du dénivelé. Et ça reste à voir si ça peut être bénéfique pour préparer des courses plates, je sais pas encore, j'ai pas d'avis tranché. Ensuite, les entraînements en SV1, ça fait beaucoup de sens pour améliorer l'endurance sans créer trop de fatigue. Et ce concept de séance en état de pré-fatigue, j'adore. J'y ai toujours cru et je pense que c'est indispensable pour devenir bon sur marathon. En fait, je pense même que le corps ne peut pas vraiment améliorer son économie de course s'il n'est pas confronté à un état de fatigue modérée, permanent, semaine après semaine. Une chose dont je vous ai pas parlé, c'est qu'Hassan, c'est aussi un mec qui croit fort en la musculation. Moi, je fais 2 séances par semaine. J'en fais une où je suis avec le préparateur physique et une de mon côté où elle est plus légère. Je suis plus abdominage. La place que ça, c'est là aussi pour construire les bases aussi. Mon corps tenir la charge d'entraînement, éviter de me blesser. Je mets pas de charge lourde. C'est souvent au poids du corps et travailler surtout l'endurance force. Je fais des squats plutôt squats complets. Travailler aussi la mobilité. Ouais, je suis plus sur ces aspects-là que de force vraiment pure. 2 séances, c'est un bon équilibre, une un peu plus dure et une un peu plus genre abdo-gainage. Hassan, il va aussi ajouter du vélo dans sa prépa. Ouais, le vélo, j'aime bien. Faire du vélo dans les prépas en trouvant tout pareil, toujours le bon équilibre. Souvent, je fais 2 sorties par semaine. Soit des fois avant une muscu ou des fois, c'est souvent vélo d'intérieur et des fois vélo d'extérieur le mercredi ou le dimanche. Au niveau de la gestion des allures, on retrouve la même chose qu'avec beaucoup d'autres coureurs élites, dont Anaïs par exemple. C'est un mix entre perception interne et allure à la montre. En début de séance, c'est à la sensation et après quelques minutes, je regarde quand même pas mal la montre pour voir si je suis si les sensations elles sont avec la bonne allure. Du coup, c'est un peu des deux, je regarde les deux. Et aussi un truc que je vous recommande d'utiliser si vous avez une montre Coros, c'est l'allure d'effort, surtout si vous courez sur terrain vallonné. Au final, je cours de plus en plus avec des repères. Par exemple, j'utilise ma montre Coros, il y a toutes les données, donc autant s'en servir. Et j'aime bien aussi mon allure d'effort, parce que au Jeu de Paris, le parcours il sera très vallonné, donc mes entraînements aussi sont de plus en plus sur des terrains vallonnés, donc faut prendre en compte aussi cette donnée. Une chose aussi qui explique le succès d'Hassan, je pense, c'est son étroite collaboration avec l'INSEP et donc avec des gens qui connaissent bien les données scientifiques et qui sont aussi très bons sur le terrain. Par exemple, Hassan, il a pu faire des tests de consommation énergétique. C'est surtout à Font-Romeu où vraiment j'ai fait un test où on a calculé ma consommation de glucides et du coup on avait des valeurs exactes. Et il a aussi fait d'autres tests en labo. Et ouais, au niveau des lactates, j'utilise pas pour l'instant. Sur mon dernier stage à Font-Romeu en altitude, j'ai été suivi au niveau de la saturation, des fréquences cardiaques la nuit et aussi au niveau de la qualité d'hydratation, l'indice d'urine le matin. C'est des choses importantes pour quantifier l'état de fatigue aussi. Ça permet de savoir combien de glucides il a besoin et même si j'ai pas trop réussi à savoir
savoir combien il prenait exactement de glucides sur marathon, je crois qu'il tourne autour de 100 grammes par heure, ce qui est très optimisé. En gros, faut compter 100 grammes par heure. Niveau psychologie, ce qui est le plus remarquable chez Hassan, c'est son goût prononcé pour l'effort. Il essaie pas d'éviter les difficultés, bien au contraire, il va à leur rencontre et c'est pour ça qu'il aime le cross, c'est pour ça qu'il a fait Boston, c'est pour ça qu'il joue le classement et c'est pour ça qu'il est aussi inspirant. Et je crois que pour avoir cette mentalité, il faut un peu décrocher finalement de la course au chrono et parfois faire des choses juste pour le défi et se prouver qu'on est capable. Je vous promets, il m'a presque donné envie de m'inscrire à Boston. Hassan, il est capable de se pousser fort à l'entraînement, mais il est assez intelligent pour savoir se calmer quand la fatigue devient trop importante, mais ça, il l'a appris à la dure quand il était plus jeune. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien m'entraîner beaucoup, mais c'est vrai que sur le long terme, après j'avais eu des gros coups de fatigue, donc souvent je faisais des très bonnes saisons de cross où je chaînais les entraînements, tant en quantité qu'en qualité, c'était assez énorme et maintenant voilà, je privilégie plus la régularité, et donc forcément je fais peut-être un peu moins de folie, mais voilà, j'essaie d'être plus régulier. Et finalement, une dernière chose que je remarque depuis le début de mes analyses avec des coureurs de haut niveau, c'est que souvent j'ai l'impression qu'ils sont pas trop obsédés avec les chiffres, en train de suivre toutes les données de l'entraînement ou de trop regarder leur montre tout le temps. Et ma théorie là-dessus, c'est que si tu mets trop d'emphase, trop d'attention sur les données, tu en mets forcément moins sur tes perceptions et tu comptes plus sur l'extérieur que sur l'intérieur. Et finalement, tu apprends moins à te faire confiance. Alors la confiance, c'est un peu la clé pour réaliser des gros chronos qu'on croit inatteignables. Donc je pense que si vous avez la chance d'avoir un coach, il vaut mieux le laisser gérer le gros des données et se concentrer davantage sur comment on se sent et pas chercher à se rassurer tout le temps avec des datas. Pour la suite, Hassan, il est toujours en train de chasser les minima olympiques en 2h08-10 et décembre risque d'être un sacré mois pour le marathon français. Ouais, sur mon prochain marathon, voilà, j'aimerais bien battre mon record. Sub de 8, ouais, j'aimerais bien. Parce que au final, quand je prends un peu de recul, je me dis, c'est peut-être l'un de mes derniers marathons où je pourrais aller vite. Je sais pas ce que je ferai après les Jeux, donc je me dis, c'est le moment de bien préparer ce marathon-là pour baisser au maximum mon record. Voilà, merci encore à Kouros de soutenir cette série de vidéos. On souhaite le meilleur à Hassan et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.